Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 13 janvier 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, comme vous le savez, hier, nous avons eu les chiffres concernant l'inflation US qui a atteint quand même un pic de plusieurs décennies, mais qui a quand même contribué à apaiser les craintes justement que la Réserve fédérale américaine resserre plus vite qu'attendu ses mesures de soutien. Donc derrière, Wall Street a quand même plutôt bien réagi et a terminé en légère hausse après la publication justement des données sur l'inflation pour une fois conformes aux attentes. Donc, des données officielles montrent quand même que la hausse des prêts à la consommation aux États-Unis a décéléré en décembre en rythme mensuel, mais qu'elle a atteint sur un an un pic inédit en 4 décennies. Toutefois, comme je vous le disais, une hausse annuelle conforme au consensus. Et donc, par conséquent, les marchés, en tout cas, ça rassure les marchés sur les démarches à venir de la Fed, avec une politique monétaire sûrement moins agressive que prévu. Et parmi les outils dont veut se servir la Banque centrale américaine pour lutter contre l'inflation figure le relèvement des taux d'intérêt. Maintenant, est-ce qu'on va avoir 2, 3, voire 4 hausses de taux? Bon, les marchés tablent sur 3 hausses de taux, les banques 4. En tout cas, une première hausse de taux devrait débuter en mars. Ensuite, nous avons quand même le tapering de ces programmes d'achat obligataire. Et derrière, à mon avis, à partir du second semestre, du deuxième semestre, on aura une réduction à venir du bilan de la Fed. Plombé justement par le passé par la hausse du rendement des bons du Trésor américain et par les commentaires de la Fed, les valeurs à forte croissance ont amorcé un début de rebond cette semaine. Les investisseurs surveillent quand même le nombre d'éléments pour évaluer l'opportunité de miser sur cette tendance ou de se protéger d'un éventuel retour dans le rouge. Donc pour l'instant, on a des performances assez éclatées en ce début de mois, avec notamment toujours des bancaires en forte hausse et pour l'instant, les techs affichent euh, des performances négatives. Toutefois, le Nasdaq, je trouve, a plutôt bien rebondi et a préservé des gros niveaux de support, ce qui fait que les vendeurs, pour l'instant, ont un peu de mal à prendre l'ascendant psychologique pour amorcer un véritable mouvement correctif. En Europe, ce matin, on évolue en légère baisse dans la matinée. Pour le CAC 40, lui, il continue de végéter après avoir rebondi sur les 2 dernières séances dans un contexte de marché toujours dominé par les questions d'inflation et de politique monétaire. Donc hier, pareil, les indices ont clôturé en hausse, portés d'une part par des anticipations d'assouplissement monétaire en Chine et par les chiffres de l'inflation américaine ressortis conformes aux attentes, alors justement que les investisseurs craignaient qu'une surprise à la hausse ne renforce le biais restrictif de la Réserve fédérale. Toutefois, on a James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, qui a déclaré dans la soirée que 4 hausses des taux d'intérêt semblaient désormais nécessaires cette année pour lutter contre une inflation élevée. Effectivement, je rejoins les grandes banques telles que Goldman Sachs, JP Morgan ou même certains membres de la Fed, comme quoi les conditions effectivement sont réunies pour 3 voire 4 hausses de taux. Maintenant, est-ce que cela est possible? Ça, c'est une autre question, étant donné que les marchés, on voit déjà, ils commencent à tousser qu'on leur dit qu'on va réduire le bilan et faire 4 hausses de taux. Est-ce qu'ils sont assez préparés pour encaisser 4 hausses de taux? Ça, c'est moins sûr. Et effectivement, derrière, s'ils commencent un peu à perdre pied, à lâcher, à mon avis, plus de 10%, comme je vous le disais, la Fed devra faire volte-face et revoir à nouveau
sa politique monétaire et se montrer moins agressif. Maintenant, les investisseurs suivront avec intérêt la publication des prix à la production aux États-Unis à 14h30, mais aussi le coup d'envoi de la saison des publications de résultats d'entreprise pour le dernier trimestre 2021, qui constitue justement un sujet d'attention. En tout cas, c'est le prochain catalyseur à surveiller pour les opérateurs de marché. On va ouvrir le bal des résultats avec les grandes banques américaines. On fera le point justement dans la partie macro, avec notamment Citigroup, JP Morgan et Wells Fargo. On fera le point juste après dans la partie macro. Donc ici, c'est un graphique qui représente, comme vous le savez, l'inflation. Donc, j'estime qu'il y a deux façons de lire l'inflation, soit de la manière dont les médias anxiogènes traitent le sujet, à savoir 7% d'inflation aux USA, plus haut depuis 1982, la situation se corse et se complique. L'inflation peut-elle continuer à grimper, ou justement en mode marché assez réfléchi, inflation non pas supérieure aux attentes, conforme au consensus, un pic d'inflation est espéré et donc situation peut être sous contrôle. Voilà actuellement ce que price les marchés, et qu'on voit la réaction d'hier, on n'a pas eu de gros mouvements de panique. Effectivement, si l'inflation était ressortie supérieure aux attentes, là, ça aurait pu créer, je ne dirais pas des mouvements de panique, mais potentiellement des mouvements de prise de bénéfices, et ça aurait pu inquiéter, cette poussée inflationniste en tout cas, pour les investisseurs. Maintenant, le fait qu'on ait atteint un pic, enfin potentiellement un pic, on n'est sûr de rien, mais pour une fois, après de nombreux mois où l'inflation continuait d'exploser, c'est la première fois en tout cas où elle est conforme aux attentes. Donc là, très clairement, c'est vraiment un bon point qu'il faut retenir, et c'est ce qui a permis de rassurer, en tout cas à court terme, les marchés. Et aussi, ça renforce le fait qu'elle soit conforme aux attentes. Comme je vous le disais, ça réconforte les investisseurs qui craignaient justement qu'en cas de surprise à la hausse, eh bien, cela renforce le biais restrictif de la Réserve fédérale. Et donc forcément, comme je vous le montrais hier dans mon graphique avec l'évolution des taux de la Fed par rapport à l'inflation, si on a une inflation vraiment galopante, effectivement, les conditions pour 4 hausses de taux seront réunies. Actuellement, la Fed ne parle pas de 4 hausses de taux, c'est uniquement les banques et certains membres de la Fed assez faucons, qui ont un discours assez hawkish, qui estiment que 4 hausses de taux sont envisageables. En tout cas, les conditions effectivement sont réunies. Mais pour l'heure, Jérôme Powell n'a jamais évoqué 4 hausses de taux. Donc effectivement, si un pic est atteint et que l'inflation retombe, je pense que l'on aura seulement 2 déjà hausses de taux et peut-être 3 hausses de taux, et qu'on n'aura pas effectivement les 4 hausses de taux. Donc voilà comment le marché en tout cas interprète ces chiffres, en se disant potentiellement un pic est atteint, le pire n'est pas certain. Maintenant, nous avons la saison des résultats qui va débuter. Alors ici, je vous ai mis le calendrier, mais il est incomplet, surtout pour la semaine du 20 et la semaine du 24 au 28. Mais nous avons surtout les grosses banques. Donc, comme d'habitude, c'est les bancaires qui vont débuter. À surveiller, on a des beaux dossiers actuellement. Quand je vois JP Morgan, Citi, Goldman Sachs qui sont sur des beaux niveaux clés ou qui consolidaient dans des ranges. Et donc derrière, on pourrait avoir des opportunités sur ces valeurs. Justement, il faut chercher les valeurs qui surperforment le marché. Et actuellement, ce sont les bancaires. Donc derrière, en fonction des résultats, eh bien, je pense qu'on pourra, si vous êtes en tout cas un trader action, profiter de ces résultats pour soit renforcer des positions ou entrer sur des breakouts haussiers. Donc là, on a JP Morgan, BlackRock, Citi et Wells Fargo qui vont publier demain. Et ensuite, on aura Goldman Sachs la semaine prochaine, Bank of America et Morgan Stanley.
Donc les bancaires à surveiller, dopés justement par la hausse des rendements obligataires au cours des dernières semaines, et à partir et d'ici 2 semaines, on aura les grosses techs. Donc là justement, ça va permettre de prendre la température et de voir si on repasse dans le rouge bien vif, on entame un mouvement correctif ou au contraire on s'est fait une petite frayeur. Les techs restent solides, n'oubliez pas que ça reste quasiment presque des valeurs refuges. Et à partir du 20, on devrait avoir les publications de Netflix. Et le 27, je crois qu'on a Microsoft et Apple. Et à partir du 2 février, on aura Amazon. Donc, en tout cas, des bancaires. Et quelques jours plus tard, on aura les big tech, justement, qui nous donneront un peu plus de visibilité sur l'arbitrage des portefeuilles des opérateurs. Concernant le CAC 40, il se passe pas grand-chose, je trouve. Sur l'indice, c'est assez mou. Très clairement, le marché continue de végéter sur un niveau de support. Ce n'est pas baissier pour autant, mais les acheteurs ont très clairement du mal à reprendre, j'ai envie de dire, du poil de la bête pour nous déclencher une nouvelle jambe de hausse. Donc pour l'instant, une situation plutôt de neutralité. J'aimerais qu'on casse en fait les plus hauts de la bougie ici. Là, on a une bougie flux directionnelle et impulsive. Vous voyez que ça correspond à notre plate and can. Et donc, si on parvient à faire un petit breakout au-dessus de ce niveau, je considérerais en tout cas que les acheteurs reprennent la main et qu'il faudra chercher des achats pour accompagner cette nouvelle vague de hausse. Pour l'heure, vendre ici, c'est un peu audacieux dans le sens où, comme d'habitude, on est sur support et on ne vend pas un support, on attend la cassure. Effectivement, en cas de cassure une nouvelle fois de ce niveau, j'estime que le marché serait, en tout cas, aurait les capacités d'aller chercher le plaquis jaune et la MM50. Maintenant, en données 4 heures, on est dans un micro-range. Bon, j'avais tracé un biseau ici en données horaires, mais je pense qu'on est vraiment prisonnier dans un range entre 7250 et 7170. Ainsi, il faut surveiller tout simplement la rupture d'une des deux bornes pour derrière aller chercher l'objectif que je vous ai donné en TP1 tout simplement, plaqué jaune et MM50 ou en TP ou à la hausse. TP1 ce serait le comblement du gap ici et TP2 c'est toujours l'objectif que je garde en tête à 7500 points. Effectivement, j'avais tracé un petit biseau, certains y verront même un fanion, je ne suis pas contre. Donc, mouvement correctif, rebond, cassure par le bas. Mais le problème, c'est qu'on est vraiment sur un gros niveau. Donc, je préférais attendre la cassure vraiment des 7160 pour confirmer la vente. Et effectivement, si on est dans un fanion, l'objectif, c'est pas seulement d'aller chercher le plaquis jaune, mais ce serait au moins de retourner sur les 7000 points derrière. Parce que si on reporte le mât, ça nous donne un objectif vers les 7000 points. Donc, tant pis si je suis, en tout cas, si je préfère pas anticiper la vente et que j'ai un peu de retard si ça casse, mais au moins j'aurai une confirmation avec une cassure de support. Tandis que là, toujours un peu peur d'avoir un contre-pied du marché, de vendre un support. Ça, c'est vraiment quelque chose que je m'interdis de faire et qu'il faut s'interdire de faire aussi. Par conséquent, toujours cette optique de range et invalidation de la figure. Comme je vous le disais, si on break notre Tenkan et qu'on repasse au-dessus des plus hauts de la bougie impulsive de lundi. Dans ce cas-là, invalidation du fanion et au contraire, reprise haussière. Et dans ce cas-là, des achats devront s'opérer pour venir combler le gap et espérer que le marché réussisse à aller chercher l'objectif théorique de ce fameux triangle. Concernant le DAX, le DAX, c'est à peu près la même chose. C'est assez mou surtout. On a un indice qui est en plein dans une zone de résistance.
On a du mal à aller plus haut. D'un autre côté, on ne veut pas aller plus bas non plus. Beaucoup d'indécision, je trouve. Pas de plan de trading. Je reste concentré sur le futur, toujours. On avait potentiellement une épaule tête épaule en formation. Là, sur le cash, honnêtement, il n'y a rien de très intéressant. Bon, à part le fait qu'on soit sur résistance actuellement. Donc, effectivement, si on break ce niveau, forte probabilité d'aller chercher le range hebdomadaire. Voilà, on est dans un range hebdomadaire. Toujours, je garde quand même un biais haussier sur les indices, notamment suite à cette cassure Tenkan Kijun. Logiquement, elle est quand même censée déclencher un beau mouvement haussier. En plus, on a eu un avalement haussier. Bon, c'est pas pour prendre seulement 100 points. J'espère en tout cas de nouveaux records sur le DAX, comme toujours. Mais on est dans un range à court terme. Donc là, l'objectif serait d'aller chercher les 16 290. Et enfin, si on break ce niveau, là, on aura un gros potentiel derrière pour aller chercher 16 008, 17 000 points. En attendant, là, on a la même chose ici, double cassure Tenkan Kijun, une ici, une ici. Bon, je garde un biais haussier à long terme en fait. Maintenant, à court terme en trading, je vais me mettre en données 4 heures. On surfe toujours sur le haut de la première épaule. Comme je vous le disais, si on retombe, effectivement, cette épaule tête épaule est toujours vivante. En tout cas, le fait qu'on ait une deuxième épaule un peu plus longue et supérieure à la première, ça ne remet pas en question la validité de la figure. Maintenant, on a un support qui est sous les pieds. Donc, certains anticipent peut-être la deuxième épaule. Je trouve ça risqué. En tout cas, j'attendrai au moins la cassure de cette zone-là pour anticiper la deuxième épaule. Effectivement, si on a un joli break, hop, ici, vous voyez, les prix ont quand même bien réagi, une fois, deux fois, trois fois, bref, plusieurs fois ici, 6 fois actuellement. Donc, en cas de cassure avec une bougie flux, pourquoi pas anticiper avec un stop loss juste au-dessus. Le stop loss est pas cher et derrière, si on retourne ici et qu'on casse, effectivement, le ratio risk-reward est excellent. Donc, à vous de voir. Pour l'heure, j'estime que c'est trop tôt. Pareil, on est au-dessus d'un support. Mais si on casse, pourquoi pas opter pour cette stratégie. En revanche, comme je vous le disais, pour l'instant, c'est de l'anticipation. Donc, allons-y doucement. Et en revanche, si on casse ce plus haut-là, je pense que, comme sur le CAC 40, il faudra de nouveau chercher des achats. Et à mon avis, on sera plutôt dans un range de consolidation à venir. Voilà. Le range, là actuellement on est sur le milieu de range, donc si on casse, effectivement, retour borne haute, et à l'inverse, finalement, en cas d'incursion, scénario d'épaule tête épaule à venir. Le Dow Jones. Non, pas du tout, pas le Dow Jones, pardon, transport, le Dow Jones classique. Voilà. Concernant le cash, sur le Dow Jones, la situation n'a pas vraiment évolué, ça reste la même. J'aime beaucoup la résistance qu'ont opposé les acheteurs ici. Au contraire, ils ont même plutôt montré de la force avec ces deux chandeliers. Les deux marteaux qu'on a eu sur Kijun, pullback un peu agressif de ce triangle, mais pas de clôture sous la borne basse. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose d'un point de vue technique. Maintenant, effectivement, le marché manque un peu de carburant, mais ce n'est pas baissier pour autant. Donc là, la même chose, je vise toujours en fait sur le Dow Jones.
un retour ici sur la zone 35 535, 35 600. Et en cas de cassure, une nouvelle vague de hausse vers de plus hauts historiques. En données 4 heures, donc, bon, on est suspendu sur notre Kijun. Bon, à voir à l'ouverture. Pareil, si on parvient à repasser au-dessus de la Kijun, c'est une bonne chose. Mais voilà, là, on a beaucoup d'éléments techniques, même 50, Tenkan, oblique baissière, enfin ancienne borne haute du triangle. Donc, tant qu'on n'a pas une clôture sous ce niveau, je continuerai de chercher des achats. Voilà. J'estime que ça deviendra baissier à très court terme si on clôture sous l'oblique. Et ça invaliderait aussi notre triangle. En tout cas, on n'aurait pas compliqué d'aller chercher l'objectif théorique. Pour l'instant, on est sur un pullback agressif. Maintenant, si on bascule sur les futurs, on est dans le vert sur les futurs, c'est une bonne chose. Effectivement, on avait toujours ce double creux qui était actif. On a bloqué sur la zone, sur la première zone des 36 400. Et là, il faut qu'on arrive à se libérer de notre Tenkan, en fait. Effectivement, généralement, il y a un peu de la neutralité quand on est prisonnier entre Tenkan et Kijun. C'est bien d'être dans une tendance haussière au-dessus des deux composantes. Malheureusement, là, ça cale un peu, mais ce n'est pas baissier pour autant. Pareil, si on retombe, j'estime qu'il faut de nouveau chercher des ventes au plus proche de la MM50, Kijun et de la zone. Pour moi, on a un très gros niveau ici. On a une zone où plusieurs éléments convergent. Donc, tant que cette zone ne cède pas en clôture sous la pression vendeuse, j'estime qu'il faut continuer à chercher des achats dans le sens du flux, avec comme objectif 36 400. Et en cas de cassure, les plus hauts. Et derrière, j'espère qu'on ira chercher la borne haute de notre porte-voie élargissement de sommet. Et pour l'instant, pour moi, pas de biais baissier, toujours un biais haussier et des zones clés à aller chercher. L'euro-dollar. Et comme pour le DAX, je garde aussi un biais haussier de long terme, étant donné qu'on a aussi validé une cassure Tenkan Kijun en données weekly. Et elle est toujours active, cette cassure. L'euro-dollar, signal technique haussier délivré hier. Bravo à celles et ceux qui ont payé l'euro-dollar après les chiffres de l'inflation américaine. Remontez votre stop. Objectif 1,1530. Voilà. L'euro est consolidé dans un triangle. Je vous disais d'attendre la cassure d'une des deux bornes pour vous positionner soit à l'achat, soit à la vente. Finalement, les acheteurs ont pris l'ascendant psychologique et belle cassure à la fois de la borne haute de notre triangle et de l'oblique baissière avec une bougie flux directionnelle et impulsive. Donc, aucune raison de vendre l'actif, bien au contraire. Remontez votre stop pour celles et ceux qui ont payé ici sur la cassure des 1,13 après les 1,1370, 1,1390 après les chiffres. Stop loss à break-even. Pourquoi prendre? Oui, je pense qu'on peut prendre quelques bénéfices à la limite. On est sur une résistance clé à 1,1360. C'est pas un gros niveau non plus. Moi, le niveau qui m'intéresse, c'est vraiment les 1. Voilà, on a une très belle zone juste ici. Vous voyez tous les spikes qu'on a fait ici. Tac, tac, c'est les 1,1530. Donc l'objectif pour moi, c'est 1,1530. C'est aussi un ratio de 38 de Fibonacci de la dernière vague de baisse. À peu près ici. Ah non, il est plus haut, autant pour moi. Autant pour moi, donc c'est 1,1530. Bon, il n'est pas aligné avec mon ratio de 38,2 de Fibo, c'est pas grave, mais c'est une zone de polarité, les 1,1530, et c'est une zone de polarité hebdomadaire. Donc là,
prise de bénéfice totale ou on garde un petit reliquat et peut-être que le marché ira chercher les 38,2. Mais bon, phase de rebond sur l'euro-dollar, restons à l'achat. Et même si j'ai un biais baissier vraiment de long terme, pour l'instant c'est trop tôt. C'est trop tôt et j'attendrai que l'euro revienne dans une zone clé pour le vendre, soit les A16,20, soit les 1,1530 sur signal. Mais pour l'heure, c'est haussier, les acheteurs montrent de la force, aucune raison de s'opposer à un tel flux. Au contraire, il faut être dans le sens du flux, on remonte les stops, on prend quelques bénéfices et on essaye d'aller chercher derrière les 1,1530. Le GBP USD, pareil, belle explosion à la hausse. Malheureusement, on n'a pas eu de pullback. J'aurais aimé un pullback sur la bande basse de notre canal baissier, mais cassure, enfin confirmation de la cassure et nette accélération haussière sans pullback. Donc, pareil, peut-être que certains sont rentrés après les chiffres de l'IPC hier, auquel cas le stop loss, je vous disais de le placer ici. Prendre un TP1 là, mais bon, celles et ceux qui sont rentrés là, c'est peut-être un peu juste de prendre le TP maintenant. Remonter le stop, ça oui. Et cible à 1,38, voire même 1,39,14, je pense. On a une belle zone ici. On a une très belle zone de polarité, encore une fois, une belle zone de prix. Donc l'objectif, ce serait d'aller chercher le 1,38, très clairement. Ça, c'était mon TP2. Mais celles et ceux qui sont rentrés peut-être un peu en retard ici, qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir le pullback, ne prenez pas de TP1, allez directement chercher un TP1 ici, à 1,38. Mettez le stop à break-even derrière. Et en cas de cassure, car là, on a quand même un beau flux haussier, aller chercher les 1,39, 1,39,15. Donc là, on est bien orienté pour aller taper la zone. Pourquoi pas nous faire un pullback derrière ici, remonter le stop, mettre un stop win sous le bas du support et derrière espérer une cassure pour aller chercher un TP final 1,39,14. Mais là, je trouve qu'on a une belle hausse qui est en train de se construire. On a eu une belle reprise haussière depuis notre fameuse zone que je vous disais en des données hebdomadaires juste ici. Belle reprise haussière. On empile les bougies vertes, donc comme sur l'euro-dollar, aucune raison de vendre le GBP. La livre sterling, bien au contraire, faut être dans le flux et aller chercher les prochaines zones. Un TP sur les prochaines zones clés de résistance. L'AUD USD. Sortie du trade, stoppé à break-even sur cette paire finalement. On avait pris un premier TP ici. Je vous avais dit de financer votre stop loss et d'attendre de voir la réaction du marché après la publication de l'inflation américaine. Bon, finalement, stoppé sur ce trade, mais le stop loss est financé, donc logiquement, pas de perte. Maintenant, je laisse faire le marché. J'ai toujours envie de vendre l'AUD USD, pour moi c'est baissier. Maintenant, c'est peut-être ce niveau-là, c'était peut-être un peu tôt, même si ça donnait une correction. Je l'attends plus haut, tout simplement. Et là, j'ai une très belle zone que je voulais vous partager. J'ai une zone. Je vais prolonger. Voilà, pour que ce soit plus propre. L'Ishimoku, là, j'en ai pas besoin, quoique. Ouais, si on va quand même le garder. J'ai retracé un canal haussier sur cette paire. Et donc, si on est dans un canal haussier, je l'attends ici, maintenant. Là, pour moi, on a une magnifique zone sur cette paire. Juste ici. Donc, pour revendre l'AUD-USD, j'attends les 0,7340. Borne haute du canal, couplé, vous voyez ici, tac, à la borde basse de l'ancien canal, voire même drapeau. Donc, si on retourne ici, il faudra, je pense, de nouveau chercher des ventes.
sur cette paire. Et en parallèle, c'est une zone de polarité, hein. Les 0,7365, si je dis pas de bêtises, 0,7365. Ouais, on la voit, elle est juste là. Une magnifique zone. Si j'arrive pas à le prendre correctement. Voilà. On a une très belle zone mensuelle de prix, juste ici. Donc si j'élargis un peu la zone, ça donne 0,7314, 73,36. Ok, un peu large. Elle est un peu plus haut. Elle est légèrement plus haut, la zone, c'est un peu dommage. Mais dans l'idée, on risque d'opposer de la résistance sur ce niveau. Si je repasse en données daily, voir où est-ce qu'elle est la zone. La belle zone mensuelle, elle est un peu plus haute. Bon. On a une zone intermédiaire ici, effectivement, quand même de résistance. Bon, elle n'est pas aussi importante que la zone mensuelle qui est un peu plus haute. Donc, surveillons quand même ce premier niveau. Voilà. Pour moi, on a un niveau clé avec deux droites qui convergent et le retracement de 61,8 de Fibonacci. C'est aussi pour ça que cette zone-là m'intéressait dans un premier temps. Si elle casse, tant pis, j'attendrai qu'on vienne chercher la zone mensuelle avec la MM200. Pour l'heure, laissons faire le marché, c'est haussier. Enfin, on est sur une reprise haussière. Et je ferai le suivi de la paire une fois qu'on sera dans cette zone avec potentiellement un signal baissier. Le GBP Yen. Ici, il semblerait qu'on ait enfin une sortie de range par le haut. On a un méga range en place depuis 2016, un peu comme sur l'euro GBP. On avait fait un premier bull trap ici, et là on était en train de consolider justement dans ce range. Et donc en cas de cassure par le haut, je pense qu'il faudra pareil chercher des achats sur cette paire. Maintenant à court terme, vous voyez qu'on a un range 4 heures. Voilà, on a une belle dynamique haussière ici, et on semble consolider dans ce range 4 heures. Donc là pour l'instant en phase de trading range. Et si on casse les anciens plus hauts ici, eh bien chercher de nouveau des achats avec un stop loss sous la moyenne mobile 50, par ici. En tout cas, j'aime beaucoup la configuration qu'on est en train de faire. On consolide dans un range 4 heures qui correspond à la borne haute du range daily, juste ici, ce gros range. Donc, en cas de cassure du range 4 heures, on break le range daily et par conséquent, reprise de la dynamique haussière. Et dans ce cas-là, on irait chercher 159 et 160. Le gold, qui finalement n'a pas tellement réagi après l'inflation US. On est de nouveau sur les 1830. Toujours dans ce canal haussier. Alors, mince, je vais le retracer. Tac. Et on bute aussi sur les 1830. Hop, voilà. Donc notre canal haussier toujours présent. Gros niveau à surveiller, pivot clé à franchir pour libérer le potentiel haussier, comme toujours, les 1830. Maintenant, données 4 heures, bon, on consolide. Je note potentiellement la formation d'une épaule tête. Bon, faudrait qu'on forme aussi la deuxième épaule. À confirmer donc.
faudrait qu'on retombe. Mais dans l'idée, comme toujours, chercher des achats en cas de cassure des 1830. Voilà, ça reste le plan. Donc encore un peu de patience, ça se confirme. Le gold reprend de la hauteur, reprend des couleurs. Maintenant, il faut juste casser des résistances. Voilà. Et donc notre résistance, c'est les 1830 et la cassure des 1830 avec un stop loss sous l'ancienne borne haute du range par ici. Donc, ça me paraît être pas mal. Voilà, un stop loss vers les 1810. Si on casse les 1830 pour aller chercher 1850, mise à BE du stop. Et après, j'espère surtout sortie du triangle par le haut. Voilà. Et si on casse la borne haute, 1910 et 1960. Voilà mes objectifs à moyen long terme. À court terme, on se montre encore patient. On attend la cassure des 1830 pour entrer en position avec un stop loss aux alentours des 1810. Le Brent, fin du trade. Objectif atteint. Voilà. Je vous disais de viser la zone 85, 85, 50. Et hier, on est venu faire une petite percée sur le haut de la zone. Donc là, fin du trade, on a fait TP1, TP2. Libre à vous de prendre tous vos bénéfices ou de garder un petit reliquat, comme je vous disais, de remettre votre stop à break-even sur ce reliquat et d'espérer qu'on casse la zone pour aller chercher les 90 $. Et dans ce cas-là, ça vous fait vraiment un excellent. On est rentré ici. Si vous arrivez à TP encore un peu par ici, avec un stop loss qui était juste en dessous, vous avez eu, enfin en tout cas, c'est un excellent ratio. Et ça peut être justement intéressant de garder, je ne sais pas, 10% de sa position, 15% de sa position, dans l'espoir que le marché nous fasse un nouveau plus haut. Là, on est sur zone, ça bute, TP2 fait. Maintenant, est-ce que je vois des signaux baissiers qui seraient potentiellement en train de se construire? Non. Voilà pourquoi je vous dis de garder un petit reliquat à court terme. On est sûrement dans un canal haussier. Et effectivement, si on casse ce canal haussier, on peut aller chercher la bande haute. Et donc, ce sera intéressant de garder un petit bout de position pour aller chercher la borne haute de notre canal. Maintenant, si vous gardez un bout de position, soit vous baissez votre stop loss à break-even, comme ça, même si on a une correction, c'est pas grave. Sinon, vous mettez votre stop loss en stop win et vous le mettez par ici. Voilà, la MM50 va remonter derrière. On est sous l'ancien top, au-dessus de ce top-là, mais sous celui-là. MM50 qui remonte, qui va remonter doucement, donc on sera sous la MM50. Et puis on laisse faire le marché. Mais en tout cas, pour l'heure, les acheteurs gardent la main, en fait, tout simplement. Donc, aucune raison d'être à contre-courant et de chercher des ventes en l'absence de signal baissier. Concernant le light, c'est exactement la même chose. On est sur la zone mensuelle. Je le répète, on n'avait pas de plan de trading sur cette paire. Maintenant, j'attends de voir la réaction du marché sur cette zone. Si de nouveau on a un beau setup, une belle bougie comme ici, bon, eh bien dans ce cas-là, on passera vendeur. Il y a encore un peu de marge, faut qu'on aille dans la zone 84. Si elle casse, eh bien, il faudra continuer à chercher des achats dans le sens du flux. On serait même sur un V-bottom derrière. Et à l'inverse, si on échoue, on verra dans les séances qui viennent si potentiellement le marché nous offre un reverse pour entamer un mouvement correctif. Mais pour l'heure, comme sur le Brent, les acheteurs gardent la main, donc aucune raison d'être à contre-courant. Les crypto-monnaies, avec le Bitcoin qui bloque sous zone. Pareil, j'aurai un début de biais haussier s'il arrive à me casser mes 44 000, 45 000. Voilà.
On est dans une tendance haussière de long terme. On est sur le fil du rasoir quand même, car si on casse, bien évidemment, à très long terme, ça reste haussier. Mais dans ce cas-là, objectif, la divergence et range à venir, potentiellement un range à venir. Là, on est sur un pivot clé. Très clairement, si ça casse, bon, les conditions sont vraiment réunies pour aller chercher l'objectif théorique de notre divergence mensuelle. Et comme je vous le disais, ce niveau ne correspond pas à grand-chose d'un point de vue de la structure des prix, et donc forte probabilité qu'on retourne derrière sur les 30 000 et qu'on évolue dans un range entre 65 000 $ et 30 000 $ pour 2022. Maintenant, l'objectif théorique de cette divergence a quasiment été atteint, mais il pourrait ne pas être atteint si on casse une résistance. Donc pour l'heure, c'est un rebond technique. Voilà. On n'a pas de reprise haussière sur le BTC, on est sur un rebond technique. Reprise haussière, comme je vous le disais, si on casse des résistances. Comme sur l'euro-dollar, c'était baissier, on a cassé des résistances, on peut parler d'une reprise haussière. Là, actuellement, on est sous résistance et on est dans l'incapacité à franchir des résistances depuis maintenant plus de 2 mois. Donc le jour où le BTC cassera une résistance, on pourra parler d'une reprise haussière. Donc là, bas de canal couplé à notre zone. Compliqué, on avait un début de stabilisation, hein, comme ici, début de stabilisation, ça sort par le haut, mais ça bute sur résistance et ça retombe. Et là, c'est pareil, on avait un peu cette stabilisation dans un range, break par le haut, on bloque. L'objectif théorique, ça reste quand même les 45 000, 44 000, mais même si on tombe sur les 44 000, on sera dans la zone en fait. Donc là, il faudrait vraiment une bougie au-dessus des 45 000 en clôture. Et là, on commencera à de nouveau à chercher des achats. Pour l'heure, on est plutôt sur un marché pour des traders qui se font plaisir à intervenir sur les zones. Peut-être que certains ont même tenté des ventes ici avec un stop loss au-dessus de la zone. Effectivement, on a une belle bougie, un petit avalement baissier 4 heures. Ça ressemble même à une étoile du soir. Avec un stop loss au-dessus de la zone, pourquoi pas, c'est pas interdit. Effectivement, le flux est baissier, donc autant privilégier des stratégies dans le sens du flux, à savoir baissier. Maintenant, les acheteurs doivent intervenir sur les gros niveaux de support, ici, ou attendre les cassures des résistances avec des pullbacks pour ensuite derrière placer leur stop loss sous les zones et aller chercher les différentes zones. Mais pour l'heure, les vendeurs gardent la main, je dirais, on va dire à court terme. À court terme, c'est baissier, à moyen long terme, ça reste aussi. Mais bon, on est quand même sur un drawdown de quasiment 40%. Donc, j'estime quand même qu'on a une belle dynamique baissière qui est en train de s'installer et que l'hémorragie pourrait se poursuivre si on enfonce les 41 000. L'Ethereum, en revanche, on casse des résistances. Donc ça, c'est une bonne chose. Le BTC, lui, n'arrive absolument pas à franchir des résistances. L'Ethereum surperforme les bitcoins. Encore une fois, si on regarde le ratio ETH-BTC, surtout en données weekly, voilà, on a une belle surperformance de l'Ethereum. Et effectivement, on a le sentiment qu'on est en train d'effectuer le pullback. Donc si je coupe un peu ici, en coupant un peu les mèches, hop, en prenant les deux là, on avait un triangle de consolidation, voire un fanion. On a eu une belle sortie, on est retombé, mais on est quand même sur une surperformance de l'Ethereum par rapport au BTC. Et je pense que l'Ethereum va continuer de surperformer le Bitcoin en 2022. Aucune certitude, mais ça se présente vraiment bien, qu'on voit la structure de la baisse, qu'on voit la dynamique haussière. Bref, l'Ethereum a une configuration plus intéressante et plus dynamique que le BTC. Où lui, c'est assez léthargique, on n'arrive pas à casser des résistances, on fait des nouveaux plus bas quasiment toutes les 2 semaines, alors que l'Ethereum parvient quand même à se redresser. Maintenant, le ratio en plus ETH-BTC le confirme.
Et si ce triangle n'est pas invalidé et qu'on est sur un fanion, l'Ethereum devrait poursuivre son ascension. Maintenant, repassons sur le graphique de l'Ethereum. On a un beau niveau, belle réaction sur le niveau de la MM50, effectivement. Je n'exclus pas une poursuite de la baisse. Effectivement, si le BTC enfonce les 41 000 $, on peut avoir une surperformance, mais l'Ethereum devrait logiquement poursuivre sa dégringolade. Ce niveau, c'est l'objectif théorique de la divergence baissière. Pour l'instant, ça tient. Et j'apprécie en tout cas la reconquête au niveau de la Kijun. Donc à confirmer au niveau en clôture hebdo. Maintenant, en clôture daily, effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant le fait d'avoir cet avalement haussier, cassure d'une zone. Donc là, pour le coup, on a enfin cassé une résistance. Maintenant, ça reste toujours sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc là, celles et ceux qui ont payé ici, ou même le bas de canal, objectif TP1, c'est le plaquage jaune. Par ici, si on remonte, d'aller chercher une autre plaquage jaune vers la borne haute de notre canal. Et enfin, en cas de cassure, je repasserai haussier sur l'Ethereum. Parce que pour l'instant, personne ne sait si l'Ethereum va taper sa Kijun haut de canal, retomber et aller chercher l'objectif théorique. Parce que là, si on retombe et qu'on enfonce, effectivement, comme sur le BTC, à surveiller, je garde l'objectif des 2500 à aller chercher. Maintenant, si on surperforme vraiment le marché, qu'on confirme cette sortie de canal par le haut, j'invaliderai notre divergence baissière. Et dans ce cas-là, le marché sera mûr pour repartir de plus belle. Voilà comment je vois les choses. Maintenant, sur les crypto-monnaies, faut se montrer encore un peu patient. Pareil, intervenir sur des niveaux clés, vite remonter ses stops si vous êtes sur le bas de canal ou attendre les zones. À l'inverse, les plus prudents préféreront attendre un retournement de marché, du moins une reprise haussière. Dans ce cas-là, selon la théorie de Dow, une cassure des anciens plus hauts pour inverser la tendance, ou au moins des anciens plus bas ici. Car là, on est toujours, comme je vous le disais, sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, qui caractérise la tendance baissière. Et si on fait de nouveau, on break ici et qu'on break ce niveau, alors on aura un retournement de tendance. Et dans ce cas-là, on pourra de nouveau chercher des achats et viser les prochaines résistances. Je vais quand même voir en données de 4 heures. J'avais pas vu la belle divergence ici. Bon, elle a plutôt bien fonctionné. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Je ne l'avais pas noté, celle-là, sur la borne basse du canal. Bon, début de reprise haussière, effectivement, ça se confirme. Pas de bougie baissière actuellement, donc tant qu'on ne retombe pas ici, si vous êtes à l'achat suite à la divergence, remontez votre stop, parce que l'objectif c'est 50% de la dernière vague de baisse. Voilà, bon, on est venu pile poil faire l'objectif, les 50%. Objectif atteint, remontez votre stop si certains ont vu cette zone sur bas de canal et visez la borne haute du canal baissier couplée à notre Kijun. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Elle devrait partir d'ici ce soir ou demain. Je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo et ça vous serez informé de l'actualité des marchés. Et cette fois-ci en plus, j'ai l'honneur de recevoir plusieurs traders, investisseurs de renom qui ont accepté d'écrire en tout cas ce mois-ci pour vous guider sur les marchés en ce début d'année. Excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.